Bonjour et bienvenue sur le sommet de la naissance d'aujourd'hui. C'est par hasard, si l'on peut parler de hasard, que j'ai découvert Brigitte Domaine. Et j'avoue que la place qu'elle donne au bébé, que ce soit avant, pendant et après la grossesse, me passionne. C'est riche de son approche de psychothérapeute psychanalytique et de la formation en autonomie avec Franz Fellman-Père qu'elle a découvert la préparation affective à la naissance. En faisant corps avec ces mots, elle va vous ouvrir le monde de l'enfant. Comment il dialogue avec vous, que vous soyez parent ou professionnel. Comment il vous exprime ses besoins. Comment vous pouvez le reconnaître dans ses compétences et lui permettre d'avoir confiance en lui. Comment lui apporter la sécurité affective dont il a besoin pour avoir confiance en l'autre, donc en vous, et en la vie. Comment lui permettre de grandir en autonomie et d'être un bébé heureux dès avant la conception, et bien d'autres choses encore. Alors, je vous laisse découvrir Brigitte, et n'hésitez pas à lui laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. À tout de suite! Bonjour Brigitte. Bonjour Maïté. Et bienvenue. Je suis très heureuse de te rencontrer. Merci. Et je suis impatiente de ce que tu vas pouvoir me raconter. Ce que j'aime bien, c'est que dans ton parcours, il y a tout un parcours de psychothérapeute, tout un parcours aussi d'autonomie, et tout un parcours de plein de choses que je ne sais pas. Et j'ai l'impression que tu as glané plein d'éléments, et tu as impulsé, peut-être que je me trompe en disant que c'est la naissance affective, ou que c'est un accompagnement affectif autant dans la préconception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et même pendant l'après. C'est comme ça que je le perçois. Et du coup, ce que j'ai envie, c'est que tu me parles de cette place que tu donnes à l'enfant, ou que tu reconnais à l'enfant. Et on peut commencer déjà à la conception. Ok. Alors, pour moi, je pense que c'est vraiment important d'être dans une démarche au niveau du cœur. Et ça depuis le début. Et le début, pour moi, c'est effectivement déjà avant la conception. Et dans la conception, il y a 3 partenaires. Il y a les parents, les 2 parents, et puis il y a le bébé aussi. Et souvent, j'ai l'impression qu'en fait, les parents sont conscients de leurs désirs, pas toujours, enfin en général, ils sont conscients de leurs désirs. Et puis, je suis pas sûre qu'ils soient toujours conscients du désir de l'enfant, de venir s'incarner, ou de s'adresser à lui, pour lui demander de venir prendre sa place dans leur famille. Et ça, par exemple, c'est un travail que je fais avec les couples qui ont des difficultés à avoir un enfant. Ça veut dire ouvrir le cœur au fait qu'il y a cet enfant qui est là, et qui a peut-être le désir de venir maintenant, peut-être un peu plus tard, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. C'est ouvrir le cœur et ouvrir l'espace. Ouvrir l'espace. Ouvrir l'espace. Parce que je pense, ce que je remarque beaucoup chez les couples qui ont des difficultés à avoir un bébé, c'est, bon, alors je parle pas des difficultés purement physiologiques, mécaniques, qui ont des raisons mécaniques, etc. Voilà. Et... mais c'est que le désir des parents prend tellement de place que c'est parfois comme s'il n'y avait pas la place pour le désir de l'enfant. Ouais, c'est chouette ça. Et donc, je trouve que c'est important d'ouvrir cette porte-là. Et de leur faire prendre conscience qu'il y a une porte là à ouvrir, et de laisser une place aussi au désir de l'enfant de venir prendre sa place dans cette famille. Du coup, c'est une place à l'attente, une place à l'imprévu. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça, oui, absolument. Au fait qu'ils n'ont pas la main mise sur tout, qu'ils peuvent pas tout contrôler. Oui. Il y a quelque chose qui leur échappe. Voilà. Et d'accepter ça.
d'accepter ça. Et par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement avec des couples qui me consultent pour un problème d'infertilité, de leur demander d'arrêter les traitements, de plus prendre les températures, de faire l'amour quand ils ont envie de faire l'amour et pas sur commande. Et justement, de laisser cette place à la spontanéité, de retrouver, au fond, de retrouver le sens de leur relation aussi là-dedans. Parce que quand on est obligé de faire l'amour sur rendez-vous à une heure bien précise, mais le désir disparaît du couple et il n'y a plus la poésie, je dirais, la spontanéité de la relation. Et alors je trouve que c'est pas un terrain fertile pour planter la petite graine qui va pousser et permettre à ce moment-là à l'enfant de venir. Donc je trouve que c'est très important de retrouver le plaisir du couple, la spontanéité du couple et d'ouvrir cette porte aussi à ce troisième partenaire. Et moi, je leur propose, par exemple, régulièrement de faire un travail de visualisation, où je demande à la maman, donc tous les deux se mettent en relaxation, je demande à la maman de descendre dans son utérus et de décrire ce qu'elle voit. Et de laisser venir les images. Et alors parfois c'est des grottes, mais c'est pas toujours très plaisant en fait ce qu'elles me décrivent à ce niveau-là. Et donc, ce que je leur dis alors à tous les deux, c'est ensemble, vous allez aménager cet espace pour en faire un endroit joli, douillet, où un enfant a envie de venir s'installer. Et donc, ils imaginent chacun comment les couleurs, les tissus, comment ils peuvent aménager l'espace à l'intérieur de l'utérus pour en faire un lieu vraiment qui donne envie à un enfant de venir s'installer à cet endroit-là. Et c'est chouette que tu fasses participer les deux. Oui, je trouve ça important. Le père et la mère. Oui. C'est chouette. Oui. Et du coup, l'enfant prend une place dès le départ. Oui. Et ça donne quoi après pendant la grossesse, que l'enfant ait cette place? Alors pour moi, ça reste très important pendant la grossesse de considérer l'enfant comme un partenaire actif de la relation. C'est-à-dire Mais je pense que c'est aussi un des apports de Weltman qui a été de montrer que, au fond, le bébé, pendant la grossesse, il vit pas complètement replié sur lui-même, mais qu'il est au contraire extrêmement curieux de ce qui se passe autour de lui. Donc il écoute, il réagit, il observe, il interagit aussi. Et donc, moi, j'attire beaucoup l'attention des parents là-dessus et sur le fait que, au fond, fondamentalement, ce que l'enfant demande surtout, c'est d'abord qu'on se rende compte qu'il est là. Et puis qu'on ait des liens de tendresse, des échanges de tendresse avec lui. On a tous besoin d'amour, mais les enfants peut-être encore plus que nous. Et donc je pense que c'est très important que les parents puissent prendre contact avec tendresse avec leur bébé pendant la grossesse et soient attentifs aux réponses du bébé. Et en fait, le bébé répond très très tôt dans la grossesse. Il répond soit en venant se mettre dans la main, soit en donnant des petits coups, enfin, peu importe, mais il répond. Et donc, si le parent peut écouter la réponse, il y a une interaction à ce moment-là qui peut se mettre en place, dès le départ, et où l'enfant est un partenaire actif de l'interaction. Et ça, je pense que ça change tout pour l'enfant. Parce qu'il y a vraiment cette idée, je suis là, ils se rendent compte que je suis là, ils me donnent de la tendresse, je leur en donne, et ils se rendent compte que je leur en donne, et ils me répondent. Donc c'est formidable. C'est vraiment, je crois que c'est une confirmation très très concrète de qui il est, au fond. Et du coup, pour que les parents puissent avoir confiance dans le fait qu'ils entendent et qu'ils comprennent ce que dit l'enfant, c'est tout un apprentissage? Ou est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Est-ce que ça se fait spontanément?
Ou est-ce qu'il y a besoin qu'ils apprennent à décrypter quelque part? Parce qu'une mère peut très bien dire, ouais, là, je vais poser ma main sur le ventre, il a donné des coups, mais c'est peut-être un hasard, ou... Voilà. Alors, en général, c'est ça que les mères disent, les parents disent, c'est, ah oui, j'ai senti bouger, mais c'est mon imagination, ou c'est un hasard, ou c'était pas intentionnel de la part du bébé. Donc, la plupart du temps, les parents ne savent pas que c'est intentionnel. Il y en a qui ne sentent pas les réactions du bébé, du tout, qui ne sont pas du tout à l'écoute de ça. Il y en a qui sont à l'écoute, mais qui ont l'impression qu'ils ont tellement envie que le bébé leur réponde que c'est leur imagination qui leur joue des tours. Et donc, je pense que beaucoup de parents ne savent pas que c'est intentionnel. À partir du moment où ils le savent, je pense qu'il y a des parents qui n'ont pas besoin d'être guidés, qui très spontanément trouvent le chemin pour développer ce dialogue, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être guidés. Alors, quand le bébé est très petit, moi je commence souvent d'accompagner les couples quand ils sont à 3 mois de grossesse, par exemple, donc c'est quand même très très tôt. Donc les mouvements sont extrêmement subtils. Oui, il n'est pas gros. Oui, il n'est pas gros. Mais il réagit déjà. Et donc, je leur propose de commencer très tôt, et là parfois il faut les aider à décoder. C'est-à-dire repérer que là, ce que vous venez de sentir, ça c'est le bébé. Ça c'est les intestins, mais ça c'est le bébé. Quand tu commences plus tard dans la grossesse, c'est moins utile. Parce que, bon, en général, c'est plus évident qu'il s'agit bien du bébé. Mais au début, il faut les aider à repérer les mouvements du bébé. Mais en fait, ça vient très très vite. Parce qu'effectivement, à 3 mois, c'est pas encore des coups. Non, c'est pas encore des coups. Non. C'est une petite plume qui se déplace, c'est une petite caresse en dessous de la main, mais c'est pas des coups. Non, les coups, c'est plus tard qu'on les sent. Et quand tu disais qu'il y a des fois des parents qui ne sentent pas l'enfant. Oui. Est-ce que ça vient qu'ils n'ont pas envie de sentir l'enfant? Ou est-ce que ça vient d'un rapport au corps? D'où ça peut venir et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Mais ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir à la fois d'une difficulté de la maman à vivre son corps, tout simplement, ou à être dans son corps. Ça peut venir d'une difficulté de la maman par rapport à la grossesse elle-même, ou par rapport à son devenir mère, à ce que ça peut représenter pour elle. Ça peut être un manque de sensibilité pour sentir les choses. Il y a des gens, par exemple, qui sentent pas s'ils ont froid ou alors qu'on peut voir, par exemple, les poils, la chair de poule ou les poils qui s'hérissent, et eux ils sentent pas qu'ils ont froid. Donc il y a parfois aussi des manques de sensibilité, parfois c'est des blocages. Enfin, ça peut être vraiment des choses très différentes. Moi, je peux pas dire, bon, les mamans qui sentent pas, c'est parce que, par exemple, il y a de l'ambivalence par rapport à la grossesse. Non, c'est des choses qui sont très variées. Et donc, la première chose, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis parfois, de pouvoir accepter aussi. Ouais. Moi, je juge pas si j'ai une maman qui arrive, elle est à 6 mois de grossesse, elle m'a dit, j'ai pas encore senti mon bébé bouger. Je trouve ça étrange, mais je vais pas la juger, je vais essayer de comprendre et puis lui donner des indications pour faciliter le contact avec son bébé. Et puis si ça reste difficile et je l'accompagnerai là-dedans. Qu'est-ce qui se passe pour le bébé dans ce cas-là? Je pense que le bébé, il le sait. Il le sait quelque part que c'est difficile pour sa maman. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le bébé? Là aussi, c'est un peu difficile à répondre parce que justement, en matière de psychologie, il n'y a pas telle situation donne telle conséquence. Moi, je crois... Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, une maman qui s'énerve très très fort. Alors, il y a des bébés, dans ce cas-là, ils se mettent dans un petit coin et ils se disent, bon, elle fait sa crise, j'attends que ça passe. Et voilà. Il y en a d'autres qui vont commencer à venir tambouriner sur le ventre en disant, écoute, là, tu m'énerves, calme-toi, ça suffit. Baisse la sono. Baisse la sono, voilà, exactement. Donc, chaque bébé va avoir sa propre façon de réagir. Parce que moi, je suis profondément convaincue que dès le début, le bébé a déjà son potentiel et sa personnalité. Ça ne veut pas dire que ce potentiel ne peut pas se développer. Ou au contraire, rester en friche. Mais il a déjà son potentiel et sa personnalité. Et donc, chez une même maman, 2 bébés ne vont pas réagir de la même façon à la même situation.
Et ça, tu le sens à la manière dont il réagit, oui. ça... Oui. Ouais. Oui. Oui. Ce que j'explique souvent aux parents, c'est que la façon dont le bébé bouge est un langage. Et comme après la naissance, on apprend à décoder les pleurs du bébé, donc un bébé qui a faim, un bébé qui a peur, un bébé qui est fâché, un bébé qui cherche son sommeil, c'est des pleurs différents. Au début, il pleure, on se dit il a faim. Bon, après, on commence à décoder un petit peu, se dire, ah ben non, là, c'est autre chose, ou j'ai besoin d'un câlin. Eh bien, pendant la grossesse, les parents peuvent faire le même processus au niveau des mouvements du bébé. Parce qu'un bébé qui est content n'a pas les mêmes mouvements qu'un bébé qui est fâché ou qu'un bébé qui est inquiet, par exemple. Et tu donc, pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Mais par exemple, un bébé qui est content a souvent des mouvements qui sont très ronds. Un peu comme des mouvements de dauphin. Enfin, c'est arrondi, ça peut être très ample ou ça peut être très doux, mais c'est très rond. C'est très agréable à sentir de l'intérieur et c'est très agréable à sentir dans la main. Un bébé qui est fâché, il a tendance à donner des coups, mais qui sont très ciblés. Donc vraiment des... D'ailleurs, c'est des coups parfois qui font mal à la maman, où elle se rend compte qu'il y a quelque chose qu'elle doit changer. Par exemple, ce que j'appelle le syndrome des secrétaires, les femmes qui ont le ventre contre les tables, parce qu'elles sont à leur ordinateur, par exemple, et bien parfois le bébé vient donner un coup contre la table. En disant bon ben là un peu plus voilà, enlève la barre enlève la barre, exactement. Donc voilà, ça c'est des coups qui sont plus ciblés et qui sont assez forts en général. Alors il y a des bébés qui font des toc toc. Là c'est comme quand je frappe à une porte pour dire non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient m'ouvrir. Mais là c'est pas les coups quand je suis fâchée. C'est vraiment toc toc toc, voilà, exactement. Ou bien je viens gratter un petit peu en toute la peau. Un bébé qui est inquiet a des mouvements qui sont assez déjetés. C'est-à-dire on a l'impression que c'est un peu comme s'il courait un peu dans tous les sens, dans tous les coins. C'est pas très harmonieux, mais en même temps c'est pas les mouvements de quand il est fâché. Donc voilà, c'est pour des exemples, mais en même temps, par exemple, moi j'ai un papa qui me disait, parce que il y a des parents qui apprennent vraiment bien à décoder ce langage, j'ai un papa qui me disait, nous, notre bébé il est blagueur, il nous fait des tours, il nous terrore. Je trouve ça merveilleux, quoi. Ah oui, c'est super. Parce qu'il avait vraiment repéré comme ça que, à certains moments, le bébé leur faisait des tours et il s'amusait avec eux. Et ça, je trouve c'est important, vraiment de réaliser à quel point ce bébé il est déjà là et qu'on peut dialoguer avec lui. C'est ce que j'allais dire, c'est un vrai dialogue qui s'instaure. Et ça permet aux parents de connaître déjà un peu le bébé. Oui, absolument. Ça permet aux parents de connaître le bébé. J'ai beaucoup parce que en fait, après la naissance, c'est le même bébé. Il y a vraiment une continuité. Mais il y a des psys qui ont fait des études là-dessus. Par exemple, il y a des psys qui ont observé des bébés pendant la grossesse sous échographie. Et elles ont démontré que le bébé avait déjà des schémas de comportement ou des schémas de réaction pendant la grossesse qui étaient exactement ceux qu'on retrouvait après la naissance. Ah oui. Donc il a déjà effectivement sa façon d'appréhender le monde, de réagir. Mais aussi j'ai des papas qui me disent mais quand j'ai pris ce bébé dans les mains après la naissance, j'ai pas eu l'impression de découvrir, mais de retrouver des sensations que j'avais déjà dans mes mains avant. C'est fabuleux ça. Oui, c'est très touchant. C'est fabuleux parce que je pense que c'est énorme pour un homme de sentir ce premier contact en direct, alors qu'il a toujours senti par l'intermédiaire de la femme. Tout à fait. Et là, de le sentir en direct, et effectivement, cette notion de pouvoir retrouver, c'est... Mais même par l'intermédiaire de la femme. Parce que j'ai remarqué que certains bébés, c'est pas tous les bébés comme ça, mais il y a des bébés, d'abord, je pense que le bébé, in utero, individualise les touchés. Donc il sait très bien quand c'est la main de sa maman, quand c'est la main de son papa, ou quand c'est la main de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, quand je prends un premier contact avec le bébé, je mets ce contact de tendresse, et puis j'attends. Parce que je sais que le bébé va jamais me répondre, tout de suite. Et dès que, hop, il a fait connaissance avec moi, alors il vient se mettre dans ma main. Mais je lui laisse le temps. Il me connaît pas, c'est normal, il va pas réagir tout de suite, il va pas sauter dans ma main alors qu'il me connaît pas.
Et d'ailleurs, les papas ont la même chose. Parce que souvent, les mamans, au début, quand les bébés commencent à avoir des mouvements, ils disent au papa, « Oh, mais viens mettre ta main, il bouge !» Et puis le papa met les mains, il n'y a plus rien. Oui. Alors il enlève ses mains en disant, mais avec moi il veut pas bouger, il bouge pas. Mais non, en fait ce qu'il y a, c'est que comme les mamans ont tout le temps les mains collées sur le ventre, le bébé connaît très très bien les mains de sa maman. Et quand quelqu'un d'autre met la main, si c'est le papa au début, les premières fois qu'il met la main, le bébé connaît pas ce toucher-là, donc il s'arrête et il observe. Il suffit qu'il laisse sa main un tout petit moment et puis c'est fini. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des bébés qui ont tendance à répondre d'une certaine façon à leur papa et d'une autre façon à leur maman. Et donc, ils individualisent aussi la réponse. Pas tous, il y en a où c'est pas très clair, mais il y en a, c'est vraiment très très clair. Et donc, pour les papas, c'est extraordinaire parce qu'ils sentent vraiment que c'est eux, quoi. Et c'est pas une seconde maman ou c'est pas à travers la maman, c'est vraiment à eux que le bébé s'adresse. Quand je vois tes mains, j'ai vraiment cette sensation que pour écouter l'enfant et pour l'entendre, il faut pas bouger au début quand c'est tout petit. Oui. Et c'est dans ce que tu disais qu'effectivement le père il faut qu'il ait la patience de pouvoir attendre. Quand il est tout petit, il vaut mieux pas bouger. On sent beaucoup mieux. Parce que si on fait des mouvements sur le ventre, parfois le bébé est dans la main, on l'a pas senti. Tandis que quand je reste là, et moi je dis toujours, faut faire la main comme une grande oreille qui écoute vers l'intérieur un son qui est plus loin. Et alors à ce moment-là, on peut sentir. Oui, moi je préfère ne pas bouger. Après, bon, alors, après on peut bouger, jouer, et balader le bébé dans le ventre. mais au début, c'est mieux effectivement de pas trop bouger. On sent et les frères et sœurs qui ont des plus petites mains, oui. Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact? Alors, ça c'est particulier. Parce que moi je pense que le sens du toucher, c'est le sens qui est le plus développé in utero. D'abord, c'est le premier organe des sens qui fonctionne in utero. À partir de 8 à 10 semaines, il commence à fonctionner. Après la naissance, ça reste un organe des sens qui est très très utilisé par les bébés et par les enfants, avec aussi l'odorat. Nous, on est audiovisuel en fait, mais les bébés, c'est moins ça. Et donc le toucher est très très important. Et chez les enfants, ça reste un organe des sens très important. Les enfants, ils ont besoin de toucher. Les choses. D'ailleurs, on est tout le temps en train de dire touche pas ci, touche pas là. Ils ont besoin de toucher. Bon, et donc ils ont le sens du toucher qui est très développé. Et pour moi, le sens du toucher, il fonctionne de différentes façons. Il fonctionne au niveau de la surface de la peau, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc voilà, je touche, je sens les textures, etc. Il fonctionne vers l'intérieur parce que je peux sentir une crispation au niveau d'un organe ou d'un muscle, même sans toucher mon corps, et je peux sentir le bébé en mettant mes mains sur le ventre. Et il fonctionne vers l'extérieur. Par exemple, je peux sentir qu'il y a quelqu'un dans mon dos, même si je n'ai pas entendu la personne approcher. Je peux sentir qu'il y a une présence. Ça, c'est ce que j'appelle le toucher à distance. Et donc, les enfants ont cette caractéristique-là du toucher qui est encore très développée chez eux. In utero, ils utilisent ça tout le temps pour sentir. Bien sûr. Et donc, et le bébé reconnaît la voix de sa mère et des parents avec sa peau avant de l'entendre avec l'ouïe. Ah oui. Parce que les vibrations donnent des sensations au niveau de la peau. D'accord. Donc, les enfants ont encore ce toucher à distance qui fonctionne très bien. Ce qui fait que les enfants n'ont pas besoin de toucher le ventre pour sentir le bébé. Ni même pour sentir sa réaction. D'accord. Et au plus ils sont petits, au plus ça fonctionne. C'est pour ça que des fois, il y a des enfants qui disent à leur maman « t'as un bébé dans le ventre » alors que c'est pas encore fait. Exactement. D'accord. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'avec les tout petits, par exemple quand les parents disent « Oh, viens dire bonjour au bébé », hop, ils mettent la main et puis ils s'en vont. Et les parents disent « Mais il n'a pas eu le temps de sentir ». Ben si, il a senti. Il a même pu sentir la réponse du bébé à l'intérieur. Parce qu'ils ont cette capacité que nous, on n'a plus. De pouvoir sentir vraiment bien à distance. Alors, au plus ils grandissent, au plus ça devient comme nous, c'est-à-dire qu'ils perdent un petit peu ce toucher à distance parce que dans notre culture, on l'utilise très peu finalement. Et alors, à ce moment-là, ils ont besoin de toucher.
plus longtemps pour sentir. Mais quand ils sont petits, ils sentent très très bien. Ouais. C'est chouette tout ça. Et du coup, un enfant qui a été comme ça, accompagné, j'ai envie de dire accueilli, dans lequel il y a effectivement cette interactivité interaction entre tout le monde. Est-ce que ça va donner des choses différentes au moment de sa naissance? Alors, d'abord, je pense que quand un enfant a été accueilli, qu'il a été considéré comme un partenaire déjà pendant la grossesse, qu'il a senti que on avait envie qu'il soit là, et que on s'est adressé avec lui avec tendresse, même si c'est pas tout le temps, mais voilà, en tout cas, qu'il y avait des moments comme ça. Je pense que ça lui permet de développer un sentiment de sécurité, parce que il se sent bon. Quand on est aimé, on se sent bon. Ouais. Et donc, il se sent bon, et donc, si je me sens bon, je me sens en sécurité. Ouais. Parce que je me sens reconnue dans ce que je suis. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui se voit après la naissance, et qui se voit même parfois à plus long terme. Moi, je dis souvent, ce sont des bébés qui sont souvent très éveillés. On le voit au niveau du regard, par exemple. Au propre comme au figuré. Parce que c'est des bébés qui passent par exemple des périodes d'éveil souvent plus longues en journée que ce qu'on a l'habitude de voir chez des nouveau-nés. Mais parce qu'ils sont tellement curieux du monde extérieur, ils ont tellement envie d'être là et puis qu'on soit là avec eux que... Moi, à un moment, j'ai même fait l'hypothèse, je me suis dit, mais au fond, si les bébés dorment tellement, c'est peut-être parce qu'ils s'ennuient. Alors, je ne veux pas dire ça de nouveau, il ne faut pas généraliser, mais voilà. Et donc, c'est des bébés qui sont très attirés par les personnes, très en contact. Et je me rappelle d'ailleurs au début, quand je pratiquais l'aptonomie, ça n'existait pas encore en Belgique. Enfin, c'était nouveau en Belgique, et donc que ce soit les parents, les professionnels, ils disaient souvent, mais pourquoi il me regarde comme ça, ce bébé? Parce que on n'avait pas l'habitude qu'un nouveau-né nous fixe dans le regard. Ouais. Parce qu'ils avaient un regard un peu comme ça, comme s'ils regardaient un peu dans le vague avant. Et là, c'est vraiment des bébés, ils étaient là, quoi, vraiment dans le regard. Et donc, ça mettait mal à l'aise les adultes qui les regardaient. Maintenant, on est un peu plus habitués à ça, mais donc, il y a une très, très grande présence dans le regard. Ce sont des bébés, souvent, qui sont assez détendus. Pas comme on le dit habituellement non plus, parce que souvent, quand on dit d'un bébé qu'il est calme, ça veut dire qu'il dort beaucoup. Là, c'est des bébés qui peuvent être très éveillés et en même temps calmes, paisibles. Ils sont aussi fort interactifs, vraiment à la recherche de contact. Et oui, moi je trouve qu'il y a... Alors maintenant, je pense que si les parents développent par eux-mêmes des contacts avec les bébés, ils n'ont pas besoin de passer par un professionnel pour y arriver, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même une différence dans la présence et dans la sécurité de base, je dirais, chez ces enfants, qui est assez frappante, et en même temps, je veux pas généraliser non plus, parce que par exemple, moi j'ai des parents qui sont déjà venus chez moi en disant « Oh, on m'a dit qu'avec votre approche, les bébés pleuraient jamais, donc on vient faire ça. » Alors j'ai dit « Écoutez, je suis désolée, mais moi c'est pas ça que je fais. Et d'abord, en plus, c'est pas garanti, et c'est pas le but. » Donc, si vous avez un bébé qui pleure pas beaucoup après la naissance, tant mieux. Mais c'est l'objectif ici, c'est pas ça. C'est d'avoir une rencontre et de développer des contacts affectifs avec votre bébé. Alors ça a des effets à d'autres niveaux. Tant mieux, mais l'objectif n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc oui, voilà, je trouve que ça se voit après la naissance. Alors par rapport à l'accouchement lui-même. Quand un bébé est accompagné pendant l'accouchement, il est plus actif dans ses mouvements de naissance. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que, en fait, comment dirais-je, je pense à une sage-femme, par exemple, qui m'avait raconté
que quand elle faisait le toucher, au bout de ses doigts, elle sentait vraiment la tête du bébé qui cherchait comme ça la sortie, et elle disait, je suis étonnée parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup l'habitude de sentir chez les bébés. Donc je crois que le bébé participe beaucoup plus à sa naissance, mais ce qui est pour moi fondamental, c'est que les parents soient conscients que le bébé a son propre vécu pendant l'accouchement. Et que l'accouchement, c'est pas forcément une partie de plaisir pour le bébé non plus. Parce que il est un peu comprimé par les contractions, surtout si la poche des os ne lui sert plus d'airbag. Il est poussé sur une porte qui est fermée pendant des heures, rien que ça doit pas être très réconfortant. Et quand la porte est ouverte, le passage est quand même très très étroit. Ça, c'est sûr. Donc je pense que c'est une épreuve. Mais les épreuves sont là aussi pour nous permettre de sentir la force qu'on a en nous de les traverser. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose de passer à travers cette épreuve-là. Mais quand je suis accompagnée, ça fait toute la différence. Et ça, moi, comme si, c'est quelque chose que je dis souvent. Je veux dire, on est capable de traverser n'importe quelle souffrance si on est accompagné. Si on est seul, c'est plus difficile. Et parfois, on n'y arrive jamais. Donc, même les souffrances les plus terribles, comme même celle de perdre un enfant, par exemple, si on est vraiment accompagné, si on est soutenu, si on n'est pas jugé, et qu'on est accompagné dans la durée, eh bien, on peut guérir de ça. Guérir, ça veut dire on garde une cicatrice, mais la cicatrice ne fait plus mal. Par contre, si on reste seul avec sa souffrance, je crois que c'est très difficile de guérir. Alors, par rapport à l'accouchement, c'est la même chose. Une femme qui se sent seule quand elle accouche, ça va être très difficile pour elle de passer à travers cette épreuve qu'est l'accouchement pour elle. Quand un homme se sent seul, parce qu'il y a une époque on a fait rentrer les hommes en salle d'accouchement, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils devaient juste se faire discret, rester dans un coin, regarder leur femme souffrir et puis ne rien faire. Et donc c'était terriblement inconfortable pour eux. Ils se sentaient tout à fait impuissants et ils se sentaient seuls avec ce qu'ils vivaient. Donc voilà, c'est difficile. Et le bébé, lui, il est conscient de ce qui se passe pendant la naissance et souvent il peut se sentir seul parce que personne ne fait attention à lui. Et donc là, je trouve, ça c'est aussi quelque chose qui est important dans la démarche de la préparation affective à la naissance, c'est vraiment d'attirer l'attention des parents sur le fait que le bébé est aussi un partenaire pendant la naissance et que c'est important de le coacher, quoi. C'est important de lui dire, écoute, oui, ça peut être difficile pour toi, mais on est là, t'es pas tout seul. Et d'ailleurs, dans le travail que je fais de revécu émotionnel de la naissance, après la naissance avec les bébés, où je demande au bébé, je propose au bébé, je ne demande pas, je propose au bébé de raconter sa version de l'accouchement, eh bien, quand les parents l'ont accompagné, ça se voit tout de suite. Parce que dans le revécu de naissance, ou bien le bébé est complètement replié sur lui, et puis tout ce qui est autour de lui, ça n'existe pas. Sinon, dans son revécu de naissance, il regarde régulièrement son papa et sa maman, et on voit que il dit vous êtes toujours là, hein, vous êtes toujours là avec moi. Et c'est vraiment clair que enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le décode parce que j'ai pu le vérifier à force de le faire, que le bébé a senti qu'ils étaient là avec lui et qu'ils pouvaient s'appuyer sur eux pour continuer à traverser, même s'il avait peur de ce qui se passait. Je pense que ça doit être énorme parce que l'enfant, il va quand même d'un territoire connu vers un immense inconnu. Tout à fait. Donc s'il sent qu'il est accompagné, ça doit être, ça fait toute la différence. Rassurant quelque part. Ça fait toute la différence. Quelle que soit l'épreuve, quand on est accompagné, ça fait toute la différence. Parce que parfois on peut rien faire. L'accouchement, on peut pas. Oui, bien sûr, on peut faire des césariennes systématiques, mais c'est un autre type d'épreuve à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de transition entre la vie intra-utérine et le monde extérieur. Mais la perte d'un bébé, par exemple, on peut rien faire, mais on peut être là, et c'est fondamental. Et donc, pour les parents, simplement d'être là avec le bébé, de dire oui, on est là avec toi, tu es pas tout seul. Ça change tout pour le bébé.
Et est-ce que c'est principalement au père de penser à ça? Parce que des fois, la mère, si elle est happée par ses contractions et autres, elle a déjà beaucoup à gérer à l'intérieur d'elle. Et du coup, des fois, elle n'a pas forcément la disponibilité tout le temps d'être avec son bébé. Est-ce que, du coup, le gardien, c'est le père qui garde le contact avec la mère et avec l'enfant? Oui, moi je dis souvent au père, vous êtes le pilier de l'accouchement. Ouais. Hein? Et je leur dis, à la fin de l'accouchement, il y a un shoot d'adrénaline chez la maman qui fait qu'elle est en pleine forme. Vous serez au tapis. Ça veut dire que vous avez bien travaillé. Oui, non, le père est un pilier. Et je dis souvent à la maman, il y a des moments où vous pouvez vous sentir complètement dépassé par ce qui se passe. Ne plus être en contact avec votre bébé, ça n'est pas grave. Lui, il est là. Et puis au-delà de ça, moi je prends souvent l'image d'un bateau. Hein, une petite barque, par exemple. Elle est arrimée au quai. Et puis il y a une tempête. Et cette barque, elle est chahutée dans tous les sens. Le papa, il est celui qui tient la corde sur le quai pour empêcher le bateau de dériver. D'accord. Dans le bateau, il y a la maman et le bébé. Mais parfois, le bruit de la tempête est tellement fort qu'ils s'entendent pas. Mais de savoir que l'autre est là, sur le bateau, ça fait déjà du bien. Et que l'autre est là et qui veille sur les deux. Et que l'autre est sur le bord et qui veille sur les deux. Oui, tout à fait. Mais je pense à ça parce que parfois, il y a des mamans qui me disent « Mais moi, je savais pas ça et j'ai pas fait ça pour mon bébé. » Mais en même temps, si elles sont dans la même tempête que leur bébé, le bébé le sait. Parce que le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, les hormones qu'elle fabrique, il sait que elle est sur le bateau avec lui. Donc déjà rien que ça, même si elle ne pense pas à mettre les mains ou à parler à son bébé, déjà rien que ça, c'est déjà en soi sécurisant. Évidemment, si en plus on lui parle et qu'on met les mains, c'est évidemment... c'est le top. Hein. Mais déjà rien que le fait d'être dans le bateau. Alors là où par contre c'est un peu différent, c'est quand il y a une péridurale. Quand il y a une péridurale, elle est sur le quai avec le papa. D'accord. Hein. Alors c'est pas grave. Pour autant que là, on communique avec le bébé. Et que tous les deux, et je dis à la maman, si à un moment donné vous avez besoin d'une péridurale, mais faites-le. Hein. Simplement, à ce moment-là, mais prenez contact avec votre bébé. Hein, dites-lui, je suis là avec toi. Ce sera plus facile parce que vous aurez plus mal. Tout à fait. Hein. Maintenant, si vous êtes, je leur dis aussi, si vous êtes complètement épuisé, reposez-vous d'abord. Papa va garder contact avec le bébé pendant ce temps-là. Et puis après, vous reprenez contact avec le bébé. Hein. Mais à ce moment-là, effectivement, je trouve que c'est important dans cette situation-là de faire sentir au bébé qu'on est là avec lui, parce que sinon il risque de se sentir vraiment seul. Mais s'il n'y a pas cette situation-là et que la maman est elle-même dans la tempête, le bébé sait qu'elle est là. C'est qu'elle est là, mais c'est quand même mieux si on peut lui parler. Alors, moi, je parle au bébé. Par exemple, quand j'accompagne une femme à l'accouchement, je parle au bébé. Alors, parfois, les médecins, les physios, mais comme je suis psy, ils se disent « Oh, c'est une psy. Elle est psy. Elle est psy. Voilà, elle est psy. Ça passe. » Mais je parle au bébé pendant le travail, pendant l'accouchement. Et éventuellement, quand les choses bloquent ou des choses comme ça t'arrive aussi de lui dire hey, « Oh, allez, viens !» Un bébé qui descend pas ou des choses comme ça. Oui, absolument. Alors, ce que je propose, généralement, c'est au papa et à la maman d'inviter le bébé à descendre. Et je me rappelle d'un accouchement comme ça où le papa m'avait dit, parce qu'ils font des jeux qu'on appelle l'invitation au niveau du périnée, en fin de grossesse, pour montrer le chemin de la naissance au bébé. Et donc le papa me dit, tiens, et si je faisais des invitations au niveau du périnée, est-ce que ça aiderait? Je dis, bah oui, c'est une très bonne idée. Donc il met la main sur le périnée en appelant le bébé, et la maman invite le bébé à aller vers la main du papa. Et puis à un moment donné, le papa me dit, je sens sa tête, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais vous continuez, je vais voir s'il y a une accoucheuse quelque part. Et quand la sage-femme est arrivée, le bébé était dans leurs bras. Et c'était eux qui l'avaient accueilli, quoi. C'est fabuleux, ça. Effectivement, d'appeler le bébé comme ça, avec la main. Tout à fait. Ceci dit, si le bébé a mal positionné sa tête et qu'il est coincé, on peut l'appeler tant qu'on veut, il n'arrivera pas. Il ne faut pas non plus penser que c'est une méthode magique et que, mais simplement d'appeler peut faire en sorte que le bébé vienne beaucoup plus volontiers, évidemment.
Et du coup, après, quand il est là, que le bébé est né, quelle place lui donner? Est-ce qu'on a tout à lui apprendre? Est-ce que il y a la notion, moi je me suis beaucoup occupée du tout début, quand il arrive, et cette notion qu'il sait téter, et que ça peut être une de ses compétences qu'il peut découvrir, que mais je sais. Et il y a d'autres espaces où il sait comme ça des choses? Oui, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire au tout début, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il peut faire, comme téter, par exemple, on a remarqué que donc je travaille aussi en néonatologie, et dans le temps, les prématurés, ils étaient installés comme ça dans les couveuses, donc vraiment aplatis par la pesanteur. Et donc, on a remarqué que ces enfants-là développaient une autre motricité après. Parce qu'ils avaient été écrasés par l'effet de la pesanteur. Et on a remarqué que quand on leur mettait un petit boudin autour d'eux, au début, on a mis ça pour les sécuriser. Donc, on a un petit tissu qu'on tourne et qu'on met autour d'eux, qui replie un petit peu les genoux et qui recourbe un peu les épaules. Et bien, dès qu'on fait ça, ils arrivent à bouger les jambes. Et ils peuvent ramener les mains vers le visage. Simplement le fait de replier un petit peu les épaules vers l'intérieur. Et à partir du moment où ils peuvent ramener les mains vers près du visage, ils vont apprendre à téter. Ah, c'est fabuleux ça. Ouais. Donc effectivement, voilà, il y a des choses que le bébé sait faire, mais il faut parfois lui donner la possibilité de pouvoir y arriver. Et pour ça, tu accompagnes aussi les parents à voir, à lire l'enfant. Oui, c'est-à-dire moi je propose un accompagnement du bébé jusqu'à la marche. Ah oui. Oui. Et où effectivement on décode un petit peu la gestuelle du bébé, les messages aussi qu'il envoie, et je les aide à percevoir qu'est-ce qu'il cherche à faire, quel est son potentiel de ce moment-là. Et comment les parents peuvent l'aider à réussir un mouvement à partir de son mouvement à lui, mais en lui donnant, moi je dis souvent aux parents, au fond, vous allez apprendre à lui donner des modes d'emploi. À partir du moment où il comprend le mode d'emploi, il va pouvoir utiliser le mouvement. Mais évidemment, les modes d'emploi, on ne donne pas un jouet de 10 ans à un enfant de 3 ans. Donc le mode d'emploi doit chaque fois être adapté à ses capacités de ce moment-là. Ça commence par participer à habillage-déshabillage. Au début, par exemple, on va soit pousser sur le coude ou sur l'épaule pour que le petit bras puisse rentrer dans la manche. La même chose avec la jambe. Et puis, tirer sur le coude ou sur l'épaule pour qu'il retire son petit bras de la manche. Et le bébé comprend après très vite, et donc il participe de façon active à habillage-déshabillage. Ce qui est très chouette pour lui, parce qu'il a l'impression, j'arrive à faire quelque chose. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, que je propose aux parents de faire. Et puis l'autre chose, c'est que je considère que le bébé a 2 types de besoins. Il a des besoins de sécurité, donc on s'en occupe, qu'on l'aime, qu'on le prenne en charge, des besoins de dépendance aussi, qu'on fasse les choses à sa place, et il a des besoins d'autonomie, c'est-à-dire de découvrir de quoi il est capable lui-même. Et pour moi, les 2 sont aussi importants l'un que l'autre dès le début. Alors, besoin de sécurité, ça veut dire, par exemple, si mon bébé pleure pour être pris dans les bras, je ne vois pas au nom de quoi je lui refuserais ça. Il a besoin. Donc, je vais à ce moment-là le prendre dans les bras. Par contre, s'il est éveillé et qu'il s'occupe tout seul dans son berceau, je le laisse faire. Et je ne m'en occupe pas à ce moment-là. Il y a un moment donné où il va s'ennuyer. Parce que petit, c'est assez limité ce qu'il peut faire tout seul. Donc au bout d'un moment, surtout s'il a juste un plafond blanc au-dessus de sa tête, au bout d'un moment, il va m'appeler en disant « Écoute, là je m'ennuie, propose-moi quelque chose ». À ce moment-là, je m'en occuperai. Et donc ça permet d'avoir des temps où le bébé est autonome
et des temps où je le prends en charge. Et il suffit d'observer son bébé pour savoir ce qui convient à quel moment, parce qu'il nous le montre. Si je ne tiens pas compte de ce qu'il montre, il va arrêter de montrer. Ah oui, c'est important ça. Oui. Mais si je fais attention, il va montrer. Il va montrer là, ça va, je peux faire les choses moi-même. Là, j'ai besoin que tu me proposes quelque chose ou tu t'occupes de moi. Et au fond, au fur et à mesure, les temps de, je dirais la proportion de temps, d'abord la proportion de temps de sécurité et de temps d'autonomie, c'est différent d'un enfant à l'autre. Oui. Et puis ça va varier dans le temps, parce que même un adolescent, les deux sont valables, mais évidemment plus dans les mêmes mesures. Ah, donc c'est sûr, il faut toujours s'adapter aux deux. Donc Veltman, il disait quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui est l'attachement est fait de détachement. Et dans la relation à l'enfant, c'est important qu'il y ait les deux. Si j'enferme l'enfant dans les besoins de sécurité, je l'empêche d'être autonome. Si je l'oblige à être autonome, hein, bon, t'as 15 jours, maintenant tu vas passer tes nuits, hein, je ne remplis pas ses besoins de sécurité. Or, les besoins de sécurité vont lui permettre de développer la confiance dans le monde extérieur, dans ses parents et dans le monde extérieur. Les besoins d'autonomie vont lui permettre de développer la confiance en lui. Et les deux sont importants. Pour se sentir en sécurité, on a besoin des deux. Et donc ça peut commencer dès tout petit, quoi. Ouais. C'est intéressant. C'est ça que j'enseigne aux sentir parents. Vraiment ces temps où il a besoin de sentir qu'il peut s'abandonner finalement dans les bras de quelqu'un ou contre quelqu'un. Et d'autres fois où il a au contraire besoin d'être soutenu dans ce qu'il est en train de faire. Et alors, les parents me disent, mais est-ce qu'on va pas le rendre capricieux, comme ça? Alors je leur dis, pour moi, un enfant capricieux, c'est un enfant qui est pas sécurisé. C'est-à-dire, c'est soit un enfant, on a toujours tout fait à sa place, il sait pas du tout de quoi il est capable, donc il est complètement dépendant de moi. Soit un enfant où, justement, je l'ai laissé trop se débrouiller tout seul, et donc, à ce moment-là, il fait plus confiance. Et alors, il est en insécurité, donc il va être difficile. Mais un enfant qui est bien sécurisé, c'est un enfant autonome. Et donc ça, c'est très différent. La dépendance et l'indépendance, c'est la même chose. Mais c'est des pôles extrêmes de la même chose. L'autonomie, c'est différent. Et donc, au fond, ce qui est important, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, l'autonomie, c'est si j'ai besoin de quelque chose, je suis capable de le demander, mais je ne vais pas m'effondrer si je ne le reçois pas à ce moment-là. Parce que j'ai aussi suffisamment de consistance en moi. Ouais, je peux m'appuyer sur moi. Oui. C'est chouette. Et est-ce que, par exemple, quand l'enfant va pas bien, quand il pleure, quand il est pas bien ou autre, il guide aussi ses parents vers ce dont il a besoin? Oui, mais c'est pas toujours facile de décoder, hein. Même pour une professionnelle, et a fortiori pour des mamans. Enfin, je vais plutôt dire l'inverse. Pour les mamans, c'est pas toujours facile, et a fortiori pour les professionnels, parce qu'on est moins avec le bébé que les mamans. Mais non, c'est pas toujours facile. Et alors, moi, une notion que j'aime bien partager avec les parents aussi, c'est que dans les pleurs du bébé, il y a les pleurs que j'appelle les pleurs racontages. C'est-à-dire, j'ai vécu quelque chose de difficile dans ma journée, mais j'ai besoin de le raconter. Si moi j'ai eu, je me suis engueulée avec ma collègue au travail, je rentre à la maison, je vais le raconter à mon mari. Si j'ai une copine au téléphone, je vais aussi lui raconter. Quand j'aurai bien vidé mon sac, j'aurai digéré et je passe à autre chose, c'est fini, je l'ai oublié. Mais le bébé, c'est pareil. S'il a vécu quelque chose de difficile, il a besoin de raconter. Et donc il y a des pleurs qui sont des pleurs racontages. Alors je dis aux parents, ils sont faciles à repérer parce que c'est les pleurs. Vous savez qu'il n'a pas faim, il doit pas être changé. Il est pas, donc ses besoins physiologiques sont comblés. Vous l'avez dans les bras, il continue à pleurer, il raconte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le plaindre. Oh là là, c'était difficile pour toi, mais oui. Et tu as dû avoir peur, et puis tu avais l'impression que j'étais pas là, enfin peu importe. Bon, comme avec une bonne copine qui me raconte quelque chose qui lui est arrivé. Bon, voilà, je vais l'accompagner là-dedans, et puis je vais le laisser vider son sac. Et quand il aura raconté 2-3 fois, c'est fini, c'est comme moi, il va passer à autre chose, c'est terminé, quoi, il a oublié. C'est chouette ça, parce que ça veut pas dire que le parent est incapable. Voilà. Et souvent, les parents ont peur de ces pleurs-là, parce qu'ils se sentent impuissants. Ils ont l'impression qu'ils comprennent pas. Mais la seule chose, de nouveau, il faut rien faire, à ce moment, il faut juste écouter.
Et faire sentir qu'on est là, qu'il a le droit d'exprimer ça, et puis voilà, je l'écoute et c'est bon. Et alors après, c'est étonnant de voir quand ils ont vidé leur sac, après ils commencent à rigoler, à gazouiller, voilà, ils passent à autre chose, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette place que tu donnes à l'enfant. Tu vois, vraiment cette notion qu'il a cette autonomie d'expression, de se faire comprendre, et j'ai même l'impression d'enseigner à ses parents comment être parents. Oui. Oui. Ouais, j'ai l'impression, c'est comme si, tiens, il tend les clés en espérant que les parents vont attraper ça. Oui. Oui. Ouais. Et c'est amusant parce que c'est comme si cette place dont tu parlais, cette porte à ouvrir à la conception, c'est aussi, à chaque moment, c'est ça. Oui. C'est d'ouvrir cette porte en disant, ok, qui sait? Oui. Plutôt que de me dire, je sais pas. Oui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est un ménage à trois quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est un autre. C'est un autre qu'il faut apprendre à connaître et qu'on découvre, qu'on continue à découvrir au fur et à mesure, qui se découvre lui-même aussi d'ailleurs. C'est les parents qui permettent qu'il se découvre. C'est au travers des parents quelque part qu'il se découvre. Alors il y a les deux. Lui cherche aussi, et les parents l'aident. D'accord. Par exemple, au niveau de la motricité, et bon, ça c'est aussi des psys qui ont bien mis ça en évidence, on voit que le bébé construit, donc on pense, en psychanalyse en tout cas, qui est mon background, que le bébé au départ n'a pas une unité corporelle, donc il se vit un peu comme morcelé, et qui n'a pas la conscience de sa peau. Parce que comme il a été dans du liquide pendant 9 mois, si on reste pendant déjà 3 jours dans un bain chaud, on sent plus vraiment sur les frontières de son corps. Alors 9 mois, bon, on a l'impression qu'il n'a pas la conscience de sa peau, et c'est probablement pour ça que quand un bébé est tout nu, il montre des signes d'angoisse, si on lui met pas quelque chose sur lui. Au fond, ce qui était le contenant, c'était l'utérus. Et les bords de l'utérus. Alors, le massage de l'accouchement et le passage étroit lui donnent déjà une première expérience de son contenant à lui. Mais c'est pas suffisant pour qu'il intègre. Donc ça va s'intégrer progressivement. Et par rapport à la construction de son corps, par exemple, il y a un moment, vers 4 mois, 3-4 mois, où le bébé commence à jouer à joindre les mains et à joindre les pieds. Et on dit qu'à ce moment-là, il est en train d'unifier le côté gauche et le côté droit. Et puis après ça, vers 5-6 mois, même un peu plus tard, il va commencer à attraper ses pieds et jouer à prendre ses pieds avec les mains. Et là, il est en train d'unifier le haut et le bas. Donc ça, c'est des choses qu'il fait spontanément, sans qu'on lui montre. Donc je pense que lui-même, il construit aussi. Mais les parents, évidemment, s'ils peuvent le guider aussi par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses, c'est bien. Et j'aime bien cette notion aussi que tu amènes de l'importance de la confiance qu'il a à trouver dans les parents parce qu'ils répondent quand il en a besoin. Et moi, à un certain moment, je donnais l'image comme si le bébé, il avait à recréer son placenta après, une fois qu'il était sorti, pour pouvoir s'en aller de nouveau, et qu'il y a vraiment cette confiance à trouver, et cette présence, et ça amène là aussi dans ce que je ressens la même chose qu'à la conception, c'est qu'il y a une disponibilité à avoir, et on ne sait pas ce que va demander l'enfant. Une disponibilité, une ouverture à la liberté aussi de l'enfant. Une ouverture à la liberté de l'enfant. C'est beau ça. Et par exemple, moi je parle souvent aussi de l'intervention minimale nécessaire. C'est-à-dire que par exemple mon bébé pleure, bon s'il a faim évidemment je vais lui donner à manger, mais je peux commencer à parler à mon bébé gentiment. Et s'il se calme, je ne dois pas faire plus. Si c'est pas suffisant, je peux commencer à bercer par exemple. Son berceau, son landau, peu importe. C'est pas suffisant, à ce moment-là, je vais le prendre dans les bras.
Hein, c'est pas suffisant, ben, je vais peut-être le bercer dans mes bras ou marcher avec lui dans mes bras. Enfin bon, voilà. Hein. Et puis après, je peux lui donner quelque chose à sucer, hein, mon doigt ou son doigt ou enfin bon. Mais si chaque fois que mon bébé pleure, je le mets au sein, le seul moyen qu'il connaît pour s'apaiser, c'est le sein, qui devient dépendant de ce moyen-là. Tandis que si j'ai fait l'intervention minimale nécessaire, il a appris que la voix pouvait l'apaiser, que les bercements pouvaient l'apaiser, que d'être dans les bras, ça pouvait l'apaiser, que de sucer quelque chose pouvait l'apaiser. Donc il a plein d'outils différents. Et donc au fond, comme si on dit toujours que c'est le trop ou le trop peu qui sont pas bons pour les enfants. Trop d'amour, entre guillemets, enfin en tout cas un amour trop protecteur, je dirais, c'est pas bon. Pas assez d'amour, ben c'est pas bon non plus. Donc chaque fois il faut jouer entre attachement et détachement, hein, mais donc c'est aussi reconnaître l'autre comme un autre, quoi. Et c'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et tu as l'impression que le fait de le considérer déjà pendant la grossesse, ça favorise ça pour les parents après? Oui et non. Oui. Je pense que oui, parce qu'il est déjà un partenaire. Et donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Les parents ont déjà repéré un petit peu sa personnalité, sa façon de réagir. Donc, ils connaissent déjà des choses de leur enfant. Donc, ça permet déjà de l'individualiser beaucoup plus. Non, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'après la naissance, les parents pouvaient être rattrapés par leur propre histoire. Et l'histoire de la relation avec leurs propres parents. Et que tant qu'ils étaient face à un bébé imaginaire, ben c'était assez facile de l'investir de façon idéale, mettons entre guillemets. Après, d'abord c'est un bébé réel, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément prévu qu'ils allaient passer des nuits debout, etc. avant. Mais ensuite, ils sont parfois vraiment repris par ce qui s'est passé dans leur propre enfance ou dans leur propre relation avec leurs parents. Et donc, parfois, autant il y avait une écoute et un respect, parfois ils le perdent après. Donc, mais on fait ce qu'on peut. Je crois qu'on est humain et ça fait partie de notre chemin et puis ça fera partie du chemin de cet enfant-là aussi. Pourquoi pas? J'aime bien cette notion, on fait ce qu'on peut. Oui. J'ai l'impression qu'il y a plein de portes qu'on pourrait ouvrir et qu'il y a plein d'espaces qu'on pourrait explorer. Et là, ce que j'aimerais te proposer, c'est s'il y avait une phrase que tu avais à offrir aux parents, à léguer aux parents, ce serait laquelle? Celle qui vient de l'intérieur de toi, de ton cœur, de ton utérus. Qu'est-ce qui viendrait? Quel message t'aurais envie de envoyer? Je pense que l'amour peut tout guérir. L'amour peut tout guérir. Oui. Tu peux le leur dire directement? L'amour peut tout guérir. Pour vous comme pour le bébé. Merci beaucoup à toi, Brigitte. Mais merci à toi, c'était vraiment très chouette, je trouve, cette rencontre. Ça m'a bien fait plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté tout ça. Et au revoir.